Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Nous recevons ce soir, dans le cadre des 100 jours du nouveau gouvernement, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, M. Sakalafia. Malheureusement, son entrée en fonction a coïncidé, peut-être hasard du calendrier, avec la recrudescence des actes d'insécurité dans notre pays. Ce soir, dans cette émission, nous allons lui dire ce qui n'a pas bien fonctionné dans le dispositif sécuritaire. Il nous parlera bien évidemment des chantiers qui comptent ouvrir dans le secteur de la sécurité pour assurer la quiétude à nos compatriotes. J'anime cette émission avec ma collègue de la Radio nationale, Angela Pédia. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Angela, bonsoir. Privé, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et la première question, c'est moi qui vais vous la poser. Alors, quand on parle de sécurité, moi, j'ai bien l'impression que c'est un sentiment, c'est une situation qui pourrait se traduire par l'impression que la personne a de ne pas être en danger, d'être à l'abri de tout danger. Vous, en tant que ministre de l'Intérieur, est-ce que vous avez le sentiment que le Béninois, quand il sort de chez lui ou quand il a un magasin, il se sent vraiment en sécurité? Je vous remercie de me recevoir ce soir. Et c'est une rencontre que j'attendais depuis longtemps parce qu'il y a des explications à donner aux Béninois, surtout dans le domaine précis de la sécurité. Dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a eu comme une coïncidence. C'est vrai, je m'expliquerai tout à l'heure comme une coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence, c'est des actes bien mûris. C'est vrai, au Bénin, actuellement, il y a insécurité. Je pense qu'il y a plutôt un sentiment d'insécurité. Je m'explique. Vous voyez, tous les actes qu'on qualifie d'actes d'insécurité, si vous les analysez bien, à 70%, c'est des actes de vol à main armée. C'est des vols à main armée. Il y a quelques actes, quand on prend une moto, bon, c'est aussi quelquefois sous la menace des armes. Il y a d'autres actes qu'on peut qualifier d'actes d'insécurité, c'est les kidnappings. Cela se passe un peu au nord, dans la zone où il y a des forêts, qui occupent peut-être 10% des actes où des citoyens sont menacés dans leur quiétude et dans leurs biens. Les motos, 10%, mais les 80 autres pourcents, c'est des actes de vol à main armée. Sinon, on parlerait d'insécurité générale dans le Bénin. Si vous êtes à Cotonou, si à 22 heures, vous ne pouvez pas circuler en toute quiétude. Or, dans Cotonou, à 22 heures, à 3 heures du matin, les gens circulent dans les rues sans être agressés. Donc, on ne peut pas regarder une insécurité sans cause. Ils sont inquiétés dans leur intégrité et dans la sécurité de leurs biens, les établissements financiers et des personnes qui ont des ressources, la liquidité dans leurs mains. Donc c'est bien situé. En dehors de cela, tous les autres citoyens béninois se sentent à tort ou à raison en sécurité parce qu'ils n'ont rien qu'on va leur arracher sous la menace des armes, comme on constate maintenant. Oui, allez-y, monsieur le Oui, ministre. vous avez dit qu'il y a une coïncidence. Oui, ce n'est pas pour la première fois que ces pics arrivent de vol à main armée, de barrages de routes. Ce n'est pas pour la première fois. Du temps du président Kérékou, c'est arrivé plusieurs fois. Du temps du président Yahi, c'est arrivé plusieurs fois. Surtout suite à des décisions politiques. La même décision que le gouvernement actuel a eu à prendre, la réduction des postes de contrôle de la gendarmerie ou de la police. Mais comment expliquez-vous ce phénomène? Le fait que le gouvernement décide de se mettre en règle vis-à-vis des prescriptions de la sous-région, en levant les barrières. Oui. Et on remarque que les actes de braquage redoublent, j'allais dire. Notre gouvernement a un souci. La libre circulation des hommes et des biens. Cette libre circulation, cette capacité d'échange de marchandises en toute tranquillité et dans la célérité, c'est ça qui crée la richesse. Or, les nombreux barrages ralentissent. Quelquefois, il y a des produits périssables qu'on transporte. Le fait de s'arrêter une vingtaine, trentaine de fois sur 300 km, ces produits arrivent à Cotonou ou bien arrivent à destination détériorée. Donc, le gouvernement
en accord avec les accords de l'UEMOA, a fixé 8 postes principaux de contrôle dans le pays. Et notre gouvernement a voulu faire respecter cela. Maintenant, dès que il y a la conséquence immédiate, c'est la fluidité de la circulation. Donc, un malfrat peut quitter Parakou en 5 heures, il est à Cotonou, opérer et retourner à Parakou dans la même journée. Un malfrat peut quitter Porto-Novo, aller rapidement opérer à Bomé, puis rentrer à Cotonou, parce que bon, il n'y a qu'un seul point de contrôle. Peut-être la police ou bien la gendarmerie n'a pas le temps de voir. Donc, Oui, cela favorisait la libre circulation des armes. Oui, pardon quand même, monsieur le ministre. Oui. Même si on lève certaines barrières par rapport au dispositif sécuritaire, Oui. pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, il faut quand même reconnaître que on a comme l'impression que le dispositif sécuritaire de notre pays est mis à rude épreuve. Je dis, il faut bien spécifier que le dispositif sécuritaire dont vous parlez, c'est le braquage, c'est le vol à main armée dans les boutiques. Qu'il soit mis à mal, il y a une recrudescence. Et je dis que c'est cyclique, cela arrive. C'est mis à mal parce qu'on a réduit ces postes, les gens circulent plus rapidement. Ensuite, cela coïncide aussi, c'est des phénomènes cycliques, je le dis, parce que dès qu'on a réduit ça, les bandits se sont trouvés encouragés. Ils savent qu'il y a moins de contrôle, ils ont été un peu excités et cela a mené à ces cas-là. Oui, mais on a noté également une incapacité des forces de sécurité à réagir par rapport à ces phénomènes. C'est vrai, les forces de sécurité réagissent. Mais ce à quoi les populations s'attendent, on s'attend qu'au moment du braquage, au moment où les bandits sont dans la boutique ou bien dans la banque, que simultanément que la police arrive. Non. Quand les forces sont en train d'opérer dans la boutique, personne ne sait dehors. C'est quand elles finissent, elles sortent, que quelqu'un crie aux voleurs. Elles sont déjà loin. C'est souvent que la police est informée et elle se prépare, elle vient. On trouve que c'est toujours trop tard. Oui, mais le travail de la police, c'est aussi d'anticiper par les renseignements. Alors, on a le sentiment aujourd'hui, monsieur le ministre, que les renseignements au niveau de la police, les renseignements sont défaillants. Vous savez, c'est un sentiment. La réalité est tout autre. Et c'est un sentiment parce qu'il y a des actes qui se posent. Mais si vous observez très bien, quand c'est un acte qui veut être posé par un individu, il n'y a aucun renseignement qui puisse prévenir. Mais oui, quand c'est une bande, on a le temps qu'il y a des fuites. Maintenant, je vais vous dire ceci. Quand l'acte est posé, c'est sensationnel. Tout le monde est informé, les réseaux sociaux sont informés. Mais quand on rattrape celui qui a posé l'acte, on n'est plus informé, ce n'est pas sensationnel. Pour 2 actes posés, réussis, sachez qu'il y a 8 que la police a contrecarré. Mais on n'est pas au courant. Mais monsieur le pour ministre, 2 actes posés, sachez que dans l'intervalle d'1 mois, de 2 mois, on finit par rattraper les auteurs. Mais plus personne n'est plus au courant. Et si vous constatez, par exemple, cette semaine, il n'y a pratiquement pas eu un acte comme ça. Sur toute l'étendue du territoire, il y a les rapports. Il y en a eu à Djougou, dans la nuit du 25, le lundi dernier, au 26. Le lendemain, on a rattrapé. Voulez-vous dire que la situation est sous contrôle sur ce front-là? Actuellement, cela s'améliore à des raisons objectives, pas des raisons objectives, parce qu'on a fini par en arrêter un grand nombre. Ils sont en prison. Mais monsieur le Informé ministre, ou pas informé. avant d'aller vers la situation qui serait au contrôle, Ouais. moi je pense quand même que malgré les services de renseignement que mon collègue venait de mettre à l'index, Ouais. en dehors de ça, il faille quand même qu'il y ait des moyens de communication pour faire des liaisons. Parce que quand l'acte se pose à ce carrefour, par exemple, au carrefour Is, il faudrait que les policiers qui sont peut-être de l'autre côté soient au courant très rapidement pour... Je vous explique, nous, notre gouvernement a 120 jours d'âge. On a hérité d'une situation. Et quelle est la situation? La situation dont on a hérité, du point de vue de moyens, et puis que notre police est dépourvue. Elle est dépourvue, désarmée, déséquipée. Par rapport à l'effectif également. Par rapport à l'effectif, oui, l'effectif est acceptable. On a environ un policier pour 100 000.
Les normes, c'est un peu moins que ça. Bon, on n'est pas totalement dans les normes, on est un peu moins. Bon, si on ajoute les gendarmes, on peut dire qu'on est à peu près dans les normes. On a un policier pour 50 000. La norme, c'est un peu un policier pour 20 000 pour contrôler la situation. Mais nos moyens de l'État ne nous permettent pas de le faire tout. Peut-être on va y arriver, ça c'est sûr. Et on parlait tantôt de la communication. Donc on est venu, dans Cotonou, par exemple, il y a quelques commissariats qui peuvent communiquer entre eux avec des talkie-walkie. Ça, c'est une faiblesse. Maintenant, nous prenons une disposition qu'on va mettre en œuvre peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, c'est le numéro vert. Et on a déjà entendu avec les serveurs de GSM qui veulent nous aider à avoir un numéro vert 166, on l'a déjà attribué. Avec ce numéro vert, de n'importe quel coin de Bénin, vous pouvez appeler. Par exemple, de DV, de Karimama, de Sakété, à tout moment de la journée, vous pouvez appeler ce numéro. Ce n'est pas encore mis en place. Vous appelez ce numéro et nous, on saisit immédiatement le commissariat qui est intéressé. Ça, c'est des mesures que nous sommes en train de prendre. C'est ça, ça fait partie des mesures que vous prenez pour contrôler la situation. Pour contrôler le problème de communication entre les unités. On est en train de recevoir des moyens du gouvernement pour régler le problème de talkie-walkie. Bon, ça, c'est important en opération ou bien au sein, par exemple, de Cotonou, au sein des grandes agglomérations, on a besoin de ça. Monsieur tel carrefour est encombré. Monsieur tel, il y a un événement à tel point dans la ville de Cotonou. Maintenant, si c'est à l'intérieur, on peut nous informer. Imaginez, par exemple, à Chéribé, il y a un braquage. La gendarmerie la plus proche est à Dassa. Ça fait plus de 30 km. Ou à Boycon, à 30 km. C'est difficile à quelqu'un de savoir qui appeler. Donc, un passager qui est braqué, il peut déjà nous appeler 166 et nous, on informe Boycon, on informe Dassa et la gendarmerie vont se croiser à ce niveau. Donc, c'est l'intérêt de la communication. Et la communication, c'est le pouvoir. Alors, on va évoluer par rapport aux mesures que vous êtes en train de prendre pour nous mettre en sécurité, en dehors de ce numéro. D'abord, j'ai dit qu'on a trouvé la police et même la gendarmerie délabrée. C'est maintenant qu'on augmente leur capacité de mobilité. Il y a des commissariats qu'on a créés depuis 3 ans, 4 ans, qui n'ont jamais reçu un seul véhicule. Ça, authentique. On a reçu tout récemment, dans le cadre des élections, on avait un petit crédit, on a acheté des véhicules. On sont venus chez moi, j'ai dit, bon, il y a 10 véhicules, comment ils veulent les répartir? Ça, on le sait, parce que souvent, quand on va se plaindre, Donc, le commissariat... Quand il n'y a pas de commissariat, non, pas de véhicules. Heureusement, le gouvernement a pris des dispositions. Vous avez vu tout récemment, on vient de livrer une 40aine de véhicules à la gendarmerie. Le gouvernement, dans les prochains jours, livrera autant à la police. Donc tout ça pour renforcer la mobilité et les véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, vous en apercevrez. Donc, et au fur et à mesure... Mais parfois, quand le véhicule est là, on n'a pas le carburant. Tout ça, le gouvernement va régler ça. Oui, parce que le problème de fonctionnement, ça arrive, oui, ça c'est clair. Oui, vous savez, on s'adapte. Voilà, à chaque situation, on s'adapte. Ouais, effectivement, la manière dont la police ou la gendarmerie, la manière dont ils sont sollicités, c'est des gens qui doivent avoir en permanence des ressources pour mettre, ou des carburants, pour faire des enquêtes, pour faire ceci. Notre État a plus ou moins démissionné dans ce sens-là. Peut-être profitant du pacifisme des Béninois. Mais on a, avec l'augmentation de la population, la présence des pays voisins, même l'environnement actuel du terrorisme oblige à ce que l'État prête une attention particulière. Parce qu'on sait que c'est la quiétude et la tranquillité qui sont sources de richesse. J'irai encore loin pour vous dire qu'on a l'impression que ces policiers-là ne sont pas eux-mêmes en sécurité, parce que parfois on attrape des malfrats et on va les retrouver sur des engins, c'est-à-dire le malfrat il est au milieu et les 2 autres policiers l'encadrent. Il faut dire que oui, c'est la conscience professionnelle qui les amène à faire ça, sinon c'est dangereux. On a connu des cas comme ça où au cours du transport, le malfrat a étranglé le policier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a commencé à menotter par derrière, sinon menotter par devant. Et il prend ses bras, il étrangle. On a compris, on fait.
Je crois que d'ici quelques temps, ça se passera plus de cette manière. Oui. Le gouvernement est totalement responsable et décidé à mieux faire. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai, vous êtes le parfait avocat des policiers, Et des gendarmes. Des gendarmes, Ouais. mais nos compatriotes ne font pas la même lecture que vous. La belle preuve aujourd'hui, nos compatriotes se substituent, on allait dire, aux agents de police et puis à la justice, avec son corollaire de vindicte populaire et les conséquences désastreuses que cela entraîne aussi bien sur la vie de nos compatriotes et également sur l'image du pays. C'est dommage, on regrette forcément ce qui est arrivé. Cette vindicte populaire. C'est la démission On des forces de présente, sécurité non, qui c'est pas la entraîne ça, démission. C'est pas la démission. On présente d'ailleurs nos condoléances aux familles qui ont perdu les siens dans ce cadre-là. Et c'est des choses qui arrivent parfois. C'est des choses qui arrivent. Les vindictes, il y en a eu, hein, même dans les temps anciens. Cette fois-ci, il y en a eu également. Mais Oui, mais il faut en pourquoi, finir, ça, raison. oui, c'est d'abord lié à la mobilité et à la communication. Une vindicte, ça dure au moins 20 minutes, 30 minutes. Dès que 3 policiers arrivent là, ça s'arrête. Mais avant l'arrivée des policiers, généralement, qui dure plus de 20 minutes après, parce qu'il n'y a pas eu la communication pour informer. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit que le point nodal, c'est d'avoir réglé ce problème de communication. Et qu'est-ce qui amène ça? J'avais dit tout à l'heure que la sécurité, c'est une bataille permanente. Vous voyez, même si, je vous ai dit tout à l'heure, on a arrêté un grand nombre. C'est ça qui fait qu'il y a un peu Le malfrat. d'accalmie. Tous ces gars-là, on va les conduire au tribunal. Oui, mais justement. Et on va les enfermer. Oui, justement. Mais il a un temps. Oui. C'est un an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, même 4 ans. Si on donne l'action, on est sévère. Bon, après il sort. Il fait quel métier? C'est ça. Il reprend. En plus, les gens ont comme l'impression que la justice a démissionné. Quand vous enfermez quelqu'un et que 2 ou 3 jours après, la personne peut sortir et vous menacez encore un malfrat, un voleur. Non, généralement, il faut comprendre les magistrats. D'abord, nos pays ne sont pas... on n'arrive pas à fonctionner dans les normes. La plupart de nos prisons sont construites avant 1970. En 1970, notre pays comptait 3 millions ou bien 4 millions d'habitants. Et 4 millions d'habitants, il y a un pourcentage de prisonniers qu'on connaît. Mais aujourd'hui, c'est 10 millions et la superficie n'a pas augmenté. Donc, au moment où les magistrats ont enfermé des grands voleurs, ils ont enfermé des grands assassins. Bon, quelqu'un qui est parti tenter de voler une moto, ou bien bon, à braquer une boutique, là, trouver que, ou barrer sur une route, là, trouver 300 000 francs. Bon, on se dit, pour qu'il ne soit renforcé dans sa mauvaise conduite, il ne faut pas l'enfermer avec les grands malfrats qui lui changeront la tête. Ou bien, bon, on l'enferme, on se dit, bon, si on l'enferme pendant 6 mois, ça lui permet de s'amender. Et c'est ça qui fait que les magistrats, bon, après une petite sanction, les libèrent. C'est ça. Mais quand il y a récidive, ils sont plus sévères. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on relâche. Oui. Alors, Monsieur le ministre, Voilà. c'est vrai, ça c'est tout un autre chantier Oui. qui concerne plus le secteur de la justice que le vôtre. Oui. Alors, il y a, ça c'est une évidence, il y a des problèmes aujourd'hui au niveau de la police. On sent qu'il y a une sorte de malaise au niveau de la police. D'abord, il y a eu cette suspension des décrets par votre gouvernement. Il y a des questions de cohésion à l'interne par rapport à des promotions qui ont été faites sans tenir compte des tests. Alors, quel est aujourd'hui l'état de forme de la troupe? Disons que c'est vrai, c'est l'héritage qui est le nôtre. Et il y a eu plein de choses regrettables du point de vue de respect de la hiérarchie, de respect de la déontologie militaire pour faire les promotions. Le gouvernement qui nous a précédés a peut-être ses critères, mais a fait des promotions qui ne sont pas totalement acceptés par l'ensemble. Ils ont créé des problèmes au niveau des fissures, au niveau de l'édifice. Mais mieux que ça, il y a eu d'autres, il y a quelquefois la mobilisation, pas la mobilisation, l'affectation, le redéploiement du personnel, où la troupe n'est pas toujours satisfaite, ils ne sentent pas une logique, ils ne sentent pas un respect rigoureux des textes
cela crée des petites frustrations. Ça, c'est clair. Donc, à notre arrivée, on veut corriger ça. En quoi faisant? D'abord, vous avez suspendu les décrets. Non, j'en arrive là. Ça, oui. Les décrets, c'est des émoluments, c'est des avantages matériels, financiers. Également. C'est important. J'en viens. Donc, c'est d'abord dans la chaîne de commandement. J'essaie de rétablir ça. Celui qui est nommé directeur général de la police actuellement est faire l'unanimité que c'est lui qui doit occuper ce poste-là, en dehors d'une autre personne qui a le même grade, qui a à peu près la même ancienneté que lui. Donc, c'est lui qui a le grade le plus ancien, et le plus élevé et le plus ancien, en dehors de ces promotionnaires qui l'a dépassé d'un an. Donc, sur ça, son adjoint également. Donc, sur la chaîne de commandement, j'ai partiellement réglé. Donc, vous avez essayé de respecter les tests en vigueur. Dans ce sens-là. Bon, non, ça a quand même montré que si on a un certain mérite, qu'on un jour peut espérer avoir une certaine promotion méritée. Voilà. Là, quant au traitement, il y a une volonté. On a sorti de nouveaux statuts pour aligner la police, la douane, les eaux et forêts dans une loi unique pour qu'il y ait un traitement un peu semblable au traitement de leurs collègues de l'armée et de la gendarmerie. On a fait un décret général qui permet de renommer leur grade actuel et à des noms qu'on peut mettre en parallèle avec les grades de la gendarmerie ou de l'armée. Ce décret existe. C'est le décret de base. Celui-là n'a pas été supprimé, c'est le décret 130. Et avant qu'il ne puisse penser aux primes, aux indemnités, il faut régler le problème de salaire de base. Donc, le service de ressources humaines devrait s'asseoir pour dire celui qu'on appelle aujourd'hui inspecteur de police, c'est plus inspecteur, c'est lieutenant ou bien sous-lieutenant ou capitaine de police. Et désormais, au lieu de gagner X francs, il gagne X multiplié par 1,5 ou 1,6. Moi, je ne connais pas les chiffres, ce sont les chiffres au hasard. Donc, le lieutenant de police va gagner ça. Ça, ce n'est pas encore réglé. Et ça, ils ont la possibilité de le régler. C'est dès qu'ils auraient réglé ça qu'on calcule les primes et les indemnités. Et les primes et les indemnités sont calculées sur le salaire de base. L'actuel salaire de base n'est pas celui qui doit percevoir. Le futur salaire de base, c'est en alignant les grades au grade actuel. En changeant la dénomination des grades, ils auront de nouveaux salaires de base sur la base desquels on va calculer leurs primes et leurs indemnités. Voilà comment le problème se pose. Donc la base est dans le cas des dirigeants et des services de ressources humaines de la police. Donc on comprend bien que vous êtes en train de la douane et de la gendarmerie et des eaux et forêts également. Vous êtes en train de vous atteler à assainir le milieu. Oui, on sent, parce que ça c'est nécessaire. Si vous voulez commander l'armée, il faut d'abord respecter cette hiérarchie-là. Pour qu'il n'y ait pas de malaise. Voilà. Mais pardon, Prévert, je vais revenir quand même sur une question qui a défrayé un peu l'actualité ces derniers temps. C'est par rapport aux mesures que vous êtes en train de prendre pour nous sécuriser davantage. Vous aviez parlé un temps d'un numéro par réseau. C'est ça. J'aimerais qu'on revienne dessus et qu'on comprenne mieux. Voilà, merci, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est une de mes ambitions. La sécurité, c'est certes l'uniforme, mais de plus en plus, la sécurité se modernise. Elle est électronique. Et on retrouve les coupables de façon certaine sur l'électronique. Parce qu'on n'arrive plus à vivre. Nos activités quotidiennes sont facilitées, améliorées, notre rendement est amélioré sur l'électronique. Or, l'outil électronique que nous utilisons le plus aujourd'hui, c'est le téléphone, qui regroupe tout. Et on a la chance que les fabricants ont créé cet outil en nous permettant de l'individualiser autant qu'on peut. Donc, si vous avez à vous servir de votre téléphone, on doit savoir que c'est vous, Angela, qui vous êtes servi de ce téléphone-là. Et la carte SIM est l'élément principal.
le plus facile, d'accès facile. Il y a encore d'autres éléments. Je n'en parlerai pas parce que ça, c'est professionnel et c'est caché. Mais en quoi ça va empêcher Voilà. la personne mal intentionnée? Non, ce n'est pas pour empêcher, c'est pour retrouver. D'accord. Si on peut empêcher, c'est bon. Pour retrouver, c'est encore mieux parce qu'on sait, on le mettra dans un endroit où il ne peut plus gêner personne. Alors, quel est Voilà. le mécanisme que vous mettez en place Vous savez, pour on opérationnaliser a cette déjà réforme-là? enregistré tout le monde actuellement. Mais il y a des esprits malins. Je ne sais pas quand vous prévez, vous êtes parti, vous avez fait votre MTN, vous avez enregistré, vous avez enregistré, peut-être Libercom, vous avez enregistré, vous êtes tranquille. Mais il y en a qui vont, ils prennent la carte d'identité, moi je peux prendre la carte d'identité de Angela, je vais juste une carte d'identité, non, une photo, et je vais enregistrer, et je garde la SIM. Ou vous êtes parti une fois, vous avez déposé votre photo d'identité là-bas, votre carte d'identité, on prend la même photocopie, on s'en va acheter 15 SIM, 20 SIM. Et avec ces 15 SIM, 20 SIM, on monte un réseau pour organiser les braquages. On peut prendre ça à 5 et se communiquer entre nous tout simplement pour faire la cybercriminalité. C'est pour cela qu'on reprend. C'est pour éviter que quelqu'un enregistre au nom de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, l'enregistrement sera très complet. On a déjà signé le décret avec le collègue du ministre de la Communication. On va prendre vos photos, on va prendre vos empreintes digitales. Dès qu'une SIM, et on va avoir tout ça dans un serveur. Dès qu'une SIM a servi, on sait qu'elle vient de Prévert. Donc c'est pour une question de traçabilité. De traçabilité sûre et que ce ne soit pas possible de monter des réseaux sans qu'on ne sache à qui a acheté la SIM. Parce qu'aujourd'hui, on constate quoi? Quelqu'un a acheté une SIM à Cotonou au nom de Sakalafia et avec la SIM, on commet un forfait à Djougou. Et quand c'est on constate, difficile après de voilà, de retrouver, savoir, voilà. Donc, les traces. c'est ça qu'on veut régler. Alors, l'autre réforme que vous aviez réactualisée, c'est Oui. l'immatriculation des motos. Oui. C'est vrai, vous avez lancé un communiqué, après vous avez fait une sorte de rétropédalage. Oui, je n'ai pas fait de rétro-pédalage. Je vais dévoiler le secret. C'est le président de la République. Parce que quand il a dit dans 30 jours, je vais vérifier. Il m'appelle, il dit, monsieur le ministre, vous êtes sûr que dans 30 jours, que 80% des Béninois auront déjà leur plaque? Il a dit non. Il a dit, mais alors pourquoi tu menaces pour des choses que tu ne peux pas faire? Sois réaliste, donne-leur le temps. Et j'ai considéré que c'est lui qui avait raison. Parce que je suis parti au TP, il avait 150 000 plaques que les gens n'ont pas retirées. Dis donc, c'est non. Hein? Oui. Voilà. Mais Donc, est-ce qu'il ne faut pas décentraliser l'opération, faire en sorte de déconcentrer, ouais. faire en sorte qu'au niveau communal, qu'on puisse associer les collectivités décentralisées Ouais. dans la réussite de l'opération? je vais en discuter avec mon collègue pour voir le problème réel qui se pose. Est-ce que c'est parce que c'est centralisé? Est-ce que c'est parce que les gens sont sous-équipés? Est-ce que, par exemple, doit trop de renseignements? Bref, ça peut être ça. Ou bien le nombre, parce qu'ils ont déjà accumulé. Oui, il y a plus de, suffisamment de motos. voilà, plus de 300 000, 400 000 motos à 2 roues qui sont en circulation pour pouvoir régler. Ça, c'est pas facile. Voilà, donc ça peut être en discuter. Parce que nous avons dit on veut faire des recherches scientifiques, on veut obtenir la base de données. C'est ça. Tous les motos enregistrées. Alors, on veut avoir la base de données de tous les téléphones enregistrés. Ensuite, avoir la base de données de tous les véhicules enregistrés. Dès qu'on tape, un véhicule a fait un forfait, on tape le numéro, on trouve le propriétaire. On a son adresse en même temps. On a utilisé une carte SIM pour commettre un forfait. La police devait être en mesure, en intervalle de 1 heure, 2 heures de temps, de savoir les utilisateurs de cette carte SIM ou de cette moto. Donc, c'est pour sécuriser les motos qu'on demande de les immatriculer. Puisque dès que quelqu'un rentre en possession de votre moto, s'il fait un tournant, ça devient sa propriété. On ne peut plus distinguer. Or, si toutes les motos sont numérotées, c'est facile de les retrouver. Ou si on enlève la plaque, il vient rématriculer, on prend les empreintes digitales. On a pris le numéro de châssis, l'ordinateur va nous dire que cette moto a déjà été enregistrée par Ibrahim. Toi, Coco, quand tu viens chercher dans cette moto, on le prend en même temps. Voilà, donc on veut tout informatiser, tout électroniser, et comme nous les hommes aussi désormais,
on sera des pièces électroniques. Oui. Donc, il faut que nos biens soient aussi enregistrés de cette manière. Monsieur le ministre, vous avez également lancé l'opération Mamba. Oui. Je ne sais pas si Mamba existe dans notre patrimoine animal et reptilien. Oui, alors, c'est sûrement en référence à Diakpata oui. qui a été lancé. Oui. On ne sait pas ce que ça a donné concrètement. Oui. Alors, quelle chance de réussite aujourd'hui pour Mamba? Vous savez, on a parlé tantôt d'insécurité, on a parlé de vol à main armée. Il fallait une réaction de la part du gouvernement en attendant que les mesures électroniques dont on parle entrent en jeu. Et c'est dans ce cas qu'on a fait une petite première opération Mamba. Et on a constaté dans les statistiques, au mois de juin, si vous faites les statistiques, ça a baissé. Parce que la police a eu plus de moyens, c'est de la loi dont je parle. Au cours de cette opération, on a mobilisé 50 véhicules, on a eu les ressources pour réparer les carcasses qui étaient dans les commissariats, on a donné le carburant pour faire les patrouilles tirées nocturnes sur les grands axes de circulation, ça a fait baisser. Attention. Dès que les ressources sont épuisées, ça a repris au cours du mois de juillet. Mamba a duré le chien, il n'y avait pas grand-chose. Dès que ça a cessé en juillet, cela a repris. Et on a été obligé de faire une phase de Mamba, maintenant cette fois-ci pendant 3 mois. Donc ça a commencé il y a une semaine, peut-être c'est pour cela que ça a baissé. Et cette fois-ci, ça peut durer 90 jours, le temps que les mesures électroniques, le temps qu'on puisse avoir, que la police ait le temps de faire l'enquête pour démanteler les réseaux. Justement, vous avez parlé également des vidéos surveillance pour démanteler ce genre de choses. Comment est-ce que vous comptez mettre ça en place avec l'état actuel du plan de la ville? Ensuite, nous avons encore des problèmes d'énergie. Comment est-ce qu'on peut mettre en place la vidéo surveillance? Il faut voir ça sur 2 facettes. Il y a des pays riches, les pays dont les villes sont bien tracées, où les systèmes stables, ils font une vidéosurveillance de l'ensemble de la ville. Il y a eu des études que je viens de trouver. Si on veut faire Cotonou, ça nous fait 2 milliards. Dans l'état actuel de nos finances, demander 2 milliards, c'est difficile. Mais pour la sécurité, oui, c'est difficile. Et c'est long aussi. Ça peut prendre 1 an ou 2 années. Mais je vous ai dit que l'insécurité dont on parle, je dis que c'est une impression d'insécurité, c'est le vol à main armé des établissements financiers. Donc on se il faut dit, sensibiliser les opérateurs économiques ils à sont se d'accord. munir des caméras de surveillance. Oui, ils sont d'accord. On a réduit 2 ou 3 caméras, une à l'entrée, une à l'intérieur, et enregistrer les mouvements. Voilà. Dès que le braqueur vient, on le laisse faire pour sauver votre vie. On l'enregistre le lendemain, la minute qui suit, la police vient, on retrouve le bandit en même temps. Donc, c'est facile pour des privés de placer ça. Plus de 500 000 francs. Quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires quotidien de 10 millions, placer un instrument qui lui permet de sécuriser son bien. Vraiment. Et si les bandits savent qu'il y a ce dispositif, ils vont hésiter. Parce que c'est des gens qui viennent voler cet argent pour aller mieux vivre. En tout cas, ça dissuade. Et ça dissuade et c'est pour aller mieux vivre. Et donc, ils veulent toujours avoir la liberté d'aller profiter de alors, donc, on voit la vidéosurveillance sur un plan individuel. Oui, mais on a fait des études. Et le 29, j'ai été invité par une firme chinoise. J'ai envoyé un de mes collaborateurs à Accra. Ils ont fait une installation. Ils m'ont déjà exposé ça. Vous avez fait l'installation, ça n'a même pas besoin de câblage. C'est avec Wi-Fi qui vont transmettre d'une caméra à une autre. On va voir comment ça marche. Alors, à l'étape de l'insécurité ou bien de braquage ou de vol à main armée, les vidéos individuelles et privées sont plus rentables que large vidéosurveillance de la ville de Cotonou, de Porto-Novo ou bien des frontières. Mais on en viendrait, comme j'ai dit, tout est évolutif. Le monde évolue, on est obligé de faire de cette manière. Pardon, Président, je reviens sur une question que les gens n'ont pas certainement compris, parce qu'entre-temps, vous avez semblé dire que pour la sécurité aujourd'hui, il faut que soi-même, on se prenne en charge. Oui, il a dit que c'est des vols à main armée. Et celui qui le fait, il n'a même pas l'intention de tuer. Il y a eu deux cas morts. Ah, mais c'est bon. Où il a tiré, pour couvrir leur fuite, ils ont tiré, ils ont tué quelqu'un qui est un Nigérien.
condoléances. Et ils ont tiré sur une photo, un chauffeur d'un bus nigérien. Sinon, vous voyez, la plupart des cas, il n'y a pas de mort. Il y a aussi des policiers qui sont attaqués, qui étaient en civil, pour prendre leur moto avec des gourdins. Et c'est les peuls, ils ont fui et laissé la moto quand ils se sont aperçus que c'est la force de sécurité. Donc, je disais, oui, j'ai parlé à chacun de chacun des vidéos privées. Et je disais que c'est des vols à main armée. Donc, que les propriétaires de biens prennent de petites mesures élémentaires de sécurité. On a fait la séance de sensibilisation, on va reprendre, on va réunir les propriétaires de banques. Si quelqu'un veut tirer une forte somme, que ce soit le plus discret possible. Si quelqu'un traîne dans la banque, parce qu'il y en a qui informent, qui traînent dans la banque, qu'on essaie rapidement qu'ils sortent, parce qu'ils sont là dans la banque pour voir, qui déposent des chèques, qui reçoivent de grosses sommes et téléphonent à ces bandits. Un jour, on a eu un cas comme ça. Un médecin qui est parti dans une banque, il a tiré 450 000, il est parti dans une autre, il a tiré 350 000, et le soir, on l'a braqué à domicile. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le suivait. J'ai reçu les commerçants qui nous ont dit, quelquefois, c'est à l'intérieur de leur boutique qu'il y a des informateurs. J'ai dit, mais comment vous savez? Il dit, non, quand les bandits viennent, c'est eux qui vous disent, ouvrez ce tiroir-là. Ou il vous dit, donne l'argent. Vous ouvrez le coffre, vous dites, il n'y a rien dedans. Les bandits disent, non, c'est pas là. Allez dans ce tiroir, derrière les cahiers. Et nous, et c'est là qu'il y a l'argent. Oh, donc, c'est les ouvriers. Donc les taupes sont à l'intérieur. Voilà, qui sont les taupes sont à l'intérieur. Donc, on fait la sensibilisation pour en parler plusieurs fois. Mais on sait, quand il y aura des signes uniques, c'est des choses qu'on peut vérifier. Donc, individuellement, en fait, vous invitez chacun à la vigilance. Voilà. À la prudence, à la vigilance, à vraiment être discret quand il a de l'argent. Et autant qu'on peut ne pas se déplacer avec beaucoup, surtout ceux qui voyagent de nuit. Quand la route a un cas, en intervalle de 20 minutes, 30 minutes, ils savent que la police ne peut pas arriver. Ils se font des recettes de 4 millions, de 5 millions. C'est ça qui les encourage. Mais donc, que les gens utilisent les moyens modernes, électroniques, pas le téléphone, Move, Flush ou bien Mobile Money ou autre chose, ou les banques qui voyagent avec le minimum de ressources possibles. Et ça permet de décourager les malfrats. La police va continuer les patrouilles. Même ce soir, il va y avoir patrouille sur les grands axes. Demain, il va y avoir patrouille de jour comme de nuit. Mais je suis aussi convaincu de ceci. Dès qu'on va sécuriser les centres urbains, qu'on va sécuriser les grands axes, il faut s'attendre à ce qu'ils aillent dans les axes secondaires. Donc, c'est pour cela qu'on invite tous les Béninois à un peu vigilant. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est la menace qui touche toute la sous-région, c'est la menace terroriste. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin peut être cité comme une cible potentielle pour les terroristes? Oui. Il ne faut pas être optimiste et être naïf. Mieux vaut penser à des situations désastreuses pour prendre les mesures à l'avance. Parce que ce n'est pas toujours le même mobile qui conduit à une attaque. Presque tous les pays de la sous-région l'ont été déjà. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Mali, je pense au Togo. Même au Togo, je l'ai attaqué au Mali là-bas, peut-être chez nous aussi. Et c'est à l'occasion d'événements précis. Nous, on a un grand rassemblement ici de banquiers de toute l'Afrique, les directeurs des banques centrales de l'Afrique se réunissent avec le caucus. On prend des précautions. On n'est pas à l'abri. Et ensuite, les terroristes, c'est pour des raisons idéologiques, ils cherchent des nationalités précises. C'est pour la plupart les Européens ou les Asiatiques, mais ce n'est pas les Africains. Or, dans nos hôtels, pour des raisons d'affaires, pour des raisons de tourisme, les gens arrivent. Justement, par rapport à ces personnes qui arrivent dans notre pays, on remarque parfois que c'est des gens qui circulent sans papier. Comment ça se fait à nos frontières? C'est rare. Il y en a. Il y en a. Il y a des rapports quotidiens, des gens refoulés. Parce qu'ils sont venus sans visa. Sans visa. Et j'ai dit non, désormais, il faut prendre tout le monde. On m'a dit non, il ne faut pas prendre tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est sain. Qu'on s'assure, si quelqu'un est arrivé ici sans visa, il faut qu'un Béninois vienne le chercher à l'aéroport pour dire c'est moi qui l'ai invité. Et là, on a résiste tous les autres. Sinon, il n'y a pratiquement pas. Tous ceux qui sont rentrés par l'aéroport
ceux qui sont entrés régulièrement par nos frontières, ils ont des visas et le délai de séjour. Oui, mais monsieur le Il y en a ministre, qui ne c'est passent vrai. entre les doigts. Oui. Ils disent qu'ils ont fait 30 jours, et puis ils font 40, ils font 50, on n'a pas le temps C'est de vrai, monsieur le vérifier. ministre, aujourd'hui, Voilà. quelle est la capacité de réaction des forces de sécurité en cas d'une attaque Elle terroriste? existe et elle est puissante. On a des capacités. On a des troupes d'élite qui sont formées pour intervenir en cas. On est en liaison avec aussi les services de renseignement de la sous-région et même de l'Europe. Parce que le terrorisme est devenu mondial. Mais en temps, il y a eu quand même une alerte farfelue qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui. C'est toujours bien qu'il y ait des alertes comme ça, peut-être pour nous réveiller. Elle est vraie, elle est fausse, je ne sais pas. Mais la date annoncée, ça n'a pas eu lieu. Ça nous a permis de nous remobiliser, de voir l'état de nos forces. On a un corps spécial pour l'intervention de la police qu'on appelle le RAID. Il y a un corps spécial à la gendarmerie qu'on appelle le GIGN qui travaillent ensemble. L'État, le gouvernement vient de nous équiper en nous donnant des véhicules blindés qui permettent d'approcher. Ils se sont entraînés ce matin déjà, à cause de cette réunion-là. Il y a eu un mois, ils se sont entraînés ensemble pour une exercice de cohésion en cas d'attaque. On a sélectionné des tireurs d'élite avec des armes bien spéciales pour préparer en cas de prise d'otage. Donc, ça, l'État se prépare. Maintenant, mon ministère vient d'être doté de façon formelle d'un secrétariat de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. L'AOF, notre décret vient de sortir. Dans les prochains jours, on va le mettre en place. Je pense y mettre des hauts gradés de la gendarmerie, de la police, d'autres personnes très futées pour la conception. On va nous associer avec les corps d'élite. On va créer un service de renseignement qui sera en liaison avec le réseau mondial de lutte contre le terrorisme. Donc, rassurez-vous, on n'est jamais prudent à 100%. C'est ça. On voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas dire qu'on sera couvert, mais on fera l'essentiel, ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas surpris. Donc, pour éviter et prévenir les attaques, et si on était attaqué, pour pouvoir limiter les dégâts. C'est ça, monsieur le ministre, il ne nous reste que quelques minutes, mais on ne va pas partir sans parler de cybercriminalité. Absolument. Ouais. Avec les d'anarques notre sur le net. proximité avec le Nigeria, ça a fait déverser les cyber ici. Et quelles sont les On a mis une unité, on a une unité à la police spécialisée, formée pour lutter contre la cybercriminalité. Et cette idée de réduction du nombre de SIM fait partie. Nous avons une loi au Parlement. Mais on a déjà d'autres textes de décrets, mais on a fait une loi pour rendre ça plus fort, pour étendre le domaine, et ça a diminué la cybercriminalité. Oui, aujourd'hui, on a le sentiment que les auteurs d'actes de cybercriminalité modernisent, affinent leur stratégie. Alors que de votre côté, on ne sait pas grand-chose. Je ne veux pas tout dire. On est équipés. Ouais. Nous sommes équipés pour écouter. Nous sommes équipés tout récemment pour décoder. On a la coopération américaine, la coopération française, même la coopération anglaise est là pour nous aider pour lutter contre la drogue, lutter contre la cybercriminalité, contre le blanchiment d'argent. On est équipés, des unités un peu discrètes pour être efficaces. Okay. Vous nous avez dit également que vous vous occupez de la gestion des états civils. Ah oui, de l'État, ça c'est vrai, c'est une autre branche. On a longtemps parlé de la sécurité, c'est vrai, mais le ministère s'appelle Intérieur et Sécurité publique. On a beaucoup plus de temps sur la sécurité publique, mais là, l'intérieur, les affaires des associations, nous qui dirons l'État civil. Et à ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour faire un fichier de la population. On veut recenser tous les Béninois et les mettre dans un ordinateur. On avait l'IGN qui le faisait. Et non, c'est comment s'appelle le service là? Le service de l'INSAE qui faisait le recensement de la population tous les 10 ans. Cette fois-ci, on va trouver des moyens pour faire un fichier national de tous les Béninois. De 6 mois, ou bien peut-être même de un jour jusqu'à 99 ans. Quelle est la différence avec ce qu'on a fait pour les élections, pour avoir les cas Les élections, on a pris des gens de 8 ans
adultes qui grandissent. Et pour les élections, il faut avoir au moins 5 ans pour avoir vos empreintes digitales. Cette fois-ci, on prendra de zéro. On ne peut pas faire des empreintes digitales d'un bébé, ça évolue. Mais à partir de 5 ans, c'est plus ou moins stable. On va le faire et on aura un fichier de tous les Béninois. Et si c'est bien tenu, à chaque heure, à une unité près, on peut vous donner la population de Bénin. De là, on va faire l'extrait pour l'état civil, on peut faire l'extrait pour les cartes d'électeurs, on peut faire l'extrait pour les permis, l'extrait, en tout cas, pour les fonctionnaires. Après là, on va aboutir à un numéro unique. Chaque Béninois sera reconnu par un numéro unique qui le suivra depuis sa naissance jusqu'à son retour à son créateur. Alors, Monsieur le ministre, dans quelques heures, nous allons célébrer l'anniversaire, le 56e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Alors, quelles mesures aujourd'hui et quels dispositifs votre secteur, enfin, le ministère de l'Intérieur, a pu mettre en place pour parer éventuellement à une attaque? Vous avez écouté, c'est le ministère de l'Intérieur qui supervise la fête. Et pour des raisons. Est-ce que l'événement est sécurisé? Et c'est sérieusement sécurisé. Si on voit la nature d'abord, ce qu'on appelle l'insécurité, bon, on ne sent pas tellement. Mais il y a des autorités qui vont se rassembler. Ça peut donner des idées à des malfrats. Mais vous savez, pour une fois, j'ai demandé de m'écrire. Donc j'ai réuni les officiers de la gendarmerie, les officiers de la police. Ils m'ont écrit le dispositif sécuritaire. Et j'ai ça en main. Qui est responsable de quoi? Qui est responsable de ci? À quel moment on fait ça? Et moi, j'ai la latitude d'aller vérifier avec mon collègue de la défense. Tout à l'heure, on est parti de superviser le défilé. On a vu, donc demain, on a supervisé les mesures de sécurité. Donc les Béninois pourront fêter en toute quiétude, tout au moins à Cotonou. En tout cas, parce que la même chose a été répercutée dans les départements. Ils vont fêter en toute sécurité. Et ils peuvent prendre pour l'occasion la bière béninoise et être tranquille pour circuler dans la Alors, ville. Monsieur le ministre Angela Damouta, nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau. Votre mot de la fin? Oui, moi, j'ai bien envie de vous demander si vous était donné de vous donner une autre surveille, de donner une autre surveille à l'équipe du gouvernement actuel par rapport à la sécurité. Combien vous allez vous donner? Un élève ne se note pas lui-même. Nous sommes une équipe qui sert. C'est ceux qui sont servis qui doivent apprécier. Mais je dis, on a eu un pic de violence qui s'observe toujours dès que la mesure est prise, rien que pour amener, parce que c'est des gros intérêts qui sont attaqués. Quand on le fait, des gros intérêts, c'est des habitudes qui sont ancrées qu'on veut changer. Il y a toujours ce pic d'insécurité qui se calme maintenant. Alors, maintenant, un ministre de l'Intérieur n'est jamais populaire. Ça c'est clair. Je sais qu'on aura à prendre des actes qui vont déplaire à certains citoyens, mais à la minorité, mais qui vont faire plaisir à la majorité. Alors, Monsieur le ministre, au fort de la recrudescence des actes de braquage et autres, est-ce que vous avez craint pour votre fauteuil? Non. Comme je vous ai déjà bien analysé, je savais que les gens cherchent l'argent. Je savais que je n'en transportais pas. Je ne sais pas, je ne craignais pas d'être. Mais je sais, à la longue, il peut y avoir des difficultés parce que nous arrêtons des trafiquants de drogue. Ça, c'est clair. Nous arrêtons des cybercriminels. Nous arrêtons quelques malfrats. À un moment donné, je sais qu'il se peut qu'ils puissent s'en prendre à ma personne. Bon, là, il faut compter. Oui, mais est-ce que vous avez eu peur, parce que comme les actes de braquage se multipliaient, est-ce que vous avez eu une fois l'idée, bon, est-ce que je ne vais pas être sauté maintenant? Peur, je vais être sauté de... Oui, est-ce que le président ne va pas décider de vous menacé? Bon, moi, ça dépend du président et de son appréciation. Ça, c'est clair, mais c'est un homme assez lucide. Il m'épate, on a travaillé ensemble certaines fois, il m'épate. Il est logique, raisonnable. Il y a des conflits d'intérêts où vous allez discuter et puis quand il tranche, vous voyez que c'est dans toute logique. Il a le temps d'apprécier. Et on a une chance. Il a vécu tout ça. Il s'est exilé pendant 3 ans, d'accord, mais il a vécu tous ces pics dont je parle là. Rien ne lui est étranger. Donc vous avez l'impression de faire ce qu'il faut pour les Béninois. Je pense que Béninois. le président va faire la différence entre la responsabilité du ministre, dans le cas, la responsabilité de la police. Il va intégrer le fait qu'on vient de prendre le pouvoir.
va intégrer le fait que les gens ont des habitudes et que, bon, il doit pouvoir tenir compte de ça et voir aussi l'évolution de toute situation avant de décider dans toute. Alors, monsieur le ministre, un message pour nos compatriotes qui vont fêter dans quelques heures. D'abord, la fête, c'était une très bonne fête. Que ce soit l'occasion de se souvenir des Béninois qui se sont battus au prix de leur vie, au prix de leur sang, pour qu'on puisse fêter cette journée, de s'en rappeler. C'est le moment aussi de réfléchir, de se rentrer en eux-mêmes, de savoir, nous qui sommes responsables, à quelque niveau que ce soit, nous devons faire les sacrifices qu'il faut pour que notre descendance vive mieux que nous. Parce que nous, si vous comparez notre train de vie, notre manière de vivre, nos possibilités, notre joie de vivre, les raisons de notre joie de vivre sont bien supérieures à ceux qui nous ont précédés. C'est leur sacrifice, au profit de leur sacrifice. Nous devons nous aussi accepter le sacrifice, faire le travail qu'il faut, avoir la lucidité qu'il faut pour que nos enfants, nos petits-enfants reconnaissent que ceux qui nous ont précédés ont pensé à nous. Et j'espère et je souhaite que tous les Béninois passent une fête en toute tranquillité. Merci. J'ai appris que le président Zinsou a rejoint les ancêtres. Je profite de ce plateau pour présenter les condoléances à tout le peuple béninois, et à sa famille, à toutes ses connaissances. Il fait partie des personnes que j'admire pour la rigueur qui a été le sien, la sienne. La sienne au moment où il était au palais, aux affaires. En 1968, il était jeune élève et je sais comment il agissait pour casser les grèves que nous conduisions en son temps-là. Et il savait qu'il avait une haute conscience de sa responsabilité de chef d'État. Merci, monsieur le ministre. Prévert Théo, merci. Merci surtout à monsieur le ministre d'avoir fait ce parcours, cet exercice avec nous. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.